Merci Madame Chaffil. On va donc passer la parole à professeur Bruno Robert, qui est ancien directeur de l'Office fédéral pour l'environnement. Professeur. Mesdames, Messieurs, Président, Directeur, Directrice, Monsieur l'Ambassadeur, gentil hôte, je me réjouis beaucoup d'être ici avec vous cette soirée, à réfléchir rapidement sur ce qui signifie vivre dans un monde limité et comment gérer le fait que nos désirs sont très grands, nos possibilités sont limitées. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a lancé un développement accéléré qui a un impact accéléré sur la planète. Et ça, c'est ce que nous devons essayer d'atteindre. C'est une figure un peu complexe, mais les concepts sont simples. La courbe jaune, nous voulons continuer à améliorer la qualité de vie. C'est clair. C'est notre ambition de nos enfants, les enfants de nos enfants, nous voulons qu'ils vivent mieux que nous. Donc, cette courbe, nous la voulons comme ça. Nous savons que dans une certaine mesure, cette augmentation de la qualité de vie est liée à une augmentation du PIB, des activités économiques. Probablement pas à 100%. Il y a des améliorations de la qualité de vie qui peuvent se faire sans augmenter le PIB, le type de relations que nous avons, la culture, la formation, le type de consommation que nous faisons, à un certain moment devient immatériel. Un impact économique. Mais la croissance continuera. Ce que nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, c'est que la quantité de ressources naturelles que nous utilisons pour avoir ces activités économiques augmente à la même vitesse. Il faut découpler la quantité de ressources naturelles que nous utilisons de la vitesse à laquelle nous développons notre économie. Et encore plus important, non, vous vous souvenez, ça c'est le premier problème, la quantité, est-ce qu'il y en a assez? Et ça c'est le deuxième problème, c'est les impacts que nous produisons avec le type d'utilisation. Et voilà, nous voulons limiter la quantité que nous utilisons et nous voulons diminuer encore plus les impacts sur l'environnement, sur la planète, du type d'utilisation que nous avons. Nous le voulons parce qu'il est nécessaire, parce qu'on ne pourra pas survivre sur une plateforme naturelle endommagée. C'est simplement une nécessité pour l'humanité. Ce n'est pas un impératif moral, c'est un impératif technique, biologique. On ne peut pas vivre sur une plateforme naturelle cassée. Donc ça, c'est ce qu'il faut atteindre, ou sinon, on n'arrivera nulle part. Ok, comment on peut y arriver? Il y a beaucoup de solutions. Hein? Donc il n'y a pas que l'économie circulaire. Mais ce soir, nous parlons d'économie circulaire. Ce concept a été aussi exprimé avant. La façon traditionnelle d'utiliser ces matériaux que nous sortons de la planète, hein, 25 milliards de tonnes il y a 40 ans, 8 ans, 80 aujourd'hui, 170 dans 40 ans. Ce que nous prenons pour faire quelque chose, consommer et ensuite le jeter. Ça, c'est le business usuel. C'est assez logique, en effet. Hein? Quand on était assez peu nombreux, avec des consommations réduites, on pouvait prendre, faire quelque chose, le manger et jeter le reste. La nature faisait le reste, digérer les déchets. Aujourd'hui, c'est plus possible, il faut changer ce modèle. Et ça, c'est une idée relativement logique. Vu que nous avons, à la fin, la matière ne se détruit pas. Ce que nous importons dans le système, et à un certain moment, elle va sortir du système. Nous pouvons le jeter d'un côté, ou pouvons essayer de le réutiliser. C'est pas
rocket science. On parle de prix Nobel pour ça. Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens qu'aujourd'hui n'est pas encore bien pratique, ou que seulement dans certains cas. Faire des produits qui sont faits pour ça, les produire, les penser, les produire, les distribuer, les utiliser, récolter ce qui reste et le remettre en cycle. Ça, c'est l'économie circulaire. On peut regarder plus en détail. Vous connaissez probablement cette figure. C'est Ellen MacArthur Foundation qui l'a produite et qui a été largement utilisée parce qu'elle laisse comprendre facilement qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est l'économie linéaire. Hein. On extrait, on utilise et on jette. Nous voulons maintenant réutiliser, en faire quelque chose. Il y a des différentes façons d'en faire quelque chose. Je fais l'exemple de ce veston. Ce que je peux faire, c'est je peux le réparer. Je l'amène, j'achète quelque chose de bonne qualité et je le fais réparer. Ou bien c'est quelqu'un dans ma famille qui sait le faire, sinon je l'amène chez un spécialiste qui va l'entretenir. Je ne le jette pas après 2 saisons, mais je le tiens pendant 20 ans. Ce veston-là, je le porte depuis 15 ans. Aujourd'hui, dans les produits vestimentaires, les t-shirts, etc., ils sont construits pour être utilisés 2 fois et ensuite jetés. C'est la moyenne. En Suisse, un t-shirt est utilisé 2 fois et ensuite jeté. Donc ça, c'est la première façon de entretenir les choses. Mais non, ça peut être le vaisseau, mais ça peut être aussi une auto, ça peut être un bâtiment, ça peut être une machine dans une entreprise. Je les entretiens. La deuxième chose que je peux faire, c'est, à un certain moment, j'en ai assez de ce veston, et au lieu de le jeter, je le donne à quelqu'un d'autre. Si je l'entretiens bien, ce n'est pas une humiliation de l'utiliser. En Allemagne, il y a, à Karlsruhe, a été développé un brand, comme Versace, Zara, pour les vêtements réutilisés. Et c'est un brand qui est... Non, on est fiers. Moi, je porte ce vêtement-là qui est de ce brand réutilisé, de bonne qualité, bien fait, évidemment, aussi bien nettoyé. La troisième, c'est, je ne peux pas peut-être utiliser tout le vêtement, mais je peux en utiliser une part. Je peux utiliser les boutons, par exemple. Le reste, je le jette, mais je tiens les boutons. Et vous pensez dans vos secteurs, hein, ça peut être la voiture, ça peut être la machine, ça peut être mais c'est les mêmes types de solutions. Et à la fin, si je n'ai plus la possibilité d'utiliser, je recycle le matériel à lui-même. Je recycle le fil, ou même dans certaines choses, je le transforme en masse industrielle pour refaire le fil. Voilà. Ça, c'est du côté... Et ça, c'est du côté plus technique, ça c'est du côté plus organique, donc ça c'est plutôt les produits de l'agriculture, du bois organique, c'est un peu différent, mais au fond c'est la même chose. Toutes ces solutions-là, c'est l'économie circulaire. Et à chaque étape, il y a des modèles de business, à chaque étape, il y a des places de travail, à chaque étape, il y a de valeur qui est retenu dans le système. Si je repars le veston, il a coûté 100, après l'avoir remis à l'État, il va coûter 100. Si je le donne à quelqu'un d'autre, je peux tenter de maintenir les 100, peut-être le prix va diminuer un peu, va être 70 ou 60. Si je l'utilise seulement une partie, ce que je tiens, c'est peut-être seulement 30 ou 40. Le matériel pur, il a peut-être la valeur de 10 ou 20. C'est ça, hein. Plus vous restez au centre du recyclage, et plus vous maintenez la valeur qui a été créée dans le système. Plus l'entrepreneur qui s'occupe de ça a des possibilités de gagner. Où est-ce qu'on a mis?
loin de là où il faudrait être. Ça, c'est des flux de matière. Je m'excuse pour la mauvaise qualité, je n'ai aucune idée pourquoi je n'ai pas réussi à le mettre vraiment net, mais l'idée c'est la même. C'est les flux de matière à travers l'économie d'un pays. Ce qui entre et ce qui sort en forme de déchets. En orange, c'est à nouveau les minéraux de construction, c'est toujours les grands flux. Là, c'est les fuels, huile, charbon, etc. Ça, c'est la biomasse. Et les petits flux sont les métaux. Important, c'est 2 chiffres. Ici, combien je recycle? 1, c'est pas important combien, c'est la valeur que c'est des gigatonnes là aussi. Ici, c'est 1. L'importation chaque année, 8. Donc, sur 8 unités que j'importe, recycler une gigatonne. Ça, c'est en Europe. Dans le monde, 4, 60. En Europe, 1 sur 8, 1 gigatonne sur 8 est réutilisée. Au niveau mondial, 1 sur 15. Donc, il y a beaucoup à faire. Et si je dis à l'entrepreneur qu'il y a beaucoup à faire, ça veut dire qu'il y a un business case. Travailler et à gagner. Autre façon de regarder ces choses-là, c'est la gestion des déchets. Dans différents pays européens, la gestion classique, c'était mise en décharge. Vous voyez que même en Europe, beaucoup de pays ont comme stratégie primaire de mettre en décharge les déchets. Donc de ne pas les réutiliser. On les met dans un trou. On les met dans la décharge. Les trous peuvent être très clean, très bien faits, mais au fond, la décharge, c'est les mettre dans un trou. Ensuite, il y a la possibilité de les brûler. On peut les brûler simplement pour les brûler, pour éviter le risque toxique, ou bien on les brûle pour en retirer l'énergie. Mais ça veut dire qu'on est ici, on est là derrière. On récupère pas la valeur qu'il y a dans on récupère même pas le recycling, seulement le contenu énergétique. Donc la valeur de cette façon de faire, la valeur même de la récupération de l'énergie est encore très basse. On peut faire mieux. On peut effectivement recycler ou composter. Donc recycler c'est du côté technique, composter c'est du côté plus organique. Et voilà, c'est des stratégies qui sont encore assez peu répandues dans la majorité des pays. Seulement les pays, disons comme ça, qui se sont posés ces questions très, très tôt, c'est toujours les mêmes, les Allemands, les Hollandais, le Danemark, c'est le nord de l'Europe qui a pris il y a une dizaine d'années cette stratégie. La Suisse, c'est la même chose. Donc, premier pas, enfouir dans un trou. Deuxième pas, on extrait au minimum l'énergie. Troisième pas, on commence à recycler aussi le matériel. On passe de la partie externe de l'économie circulaire vers l'intérieur. Au fond, c'est ça qui nous pose problème, qui nous tracasse, c'est la chose que nous devons résoudre. Ça, sont nos souhaits. C'est la liste des achats. C'est ce que les nations de la planète ont décidé, au plus haut niveau, de vouloir atteindre ensemble jusqu'à 2030. Et c'est une liste des achats impressionnante. Fin de la pauvreté, nouvelles infrastructures, réduction des inégalités, la paix, la meilleure gestion de la biosphère, des ressources naturelles. C'est des choses qu'il faut faire. Si nous voulons vivre bien, il faut les faire. Et ça, c'est l'autre côté de la médaille. Vous connaissez probablement cette figure, c'est les plus grands mécanismes naturels de la planète qui nous imposent des limites. Le climat, par exemple,
mais aussi la gestion de la biodiversité, les flux de phosphore, d'azote dans les écosystèmes. Si nous les utilisons, ces mécanismes, de façon raisonnable, nous restons dans le secteur vert. Nous sommes en bonne santé, ou ils sont en bonne santé. Si nous leur demandons trop, ils se cassent. Donc ça, c'est ce que nous voulons. Et ça sont les limites que notre planète nous pose. On espère qu'il y ait une zone qui respecte soit les désirs que les contraintes. Nous ne le savons pas encore si cette zone existe vraiment. On l'appelle Safe and Just Place for Humanity, et comme il a la forme des donuts, c'est la théorie du donuts. Les mécanismes derrière, Madame la directrice du développement durable l'a déjà dit avant, sont, par exemple, le développement de la population mondiale, par exemple, encore plus, le développement du pouvoir d'achat des citoyens de la planète, en soi, une chose souhaitable, brillante, bonne. Nous avons fait sortir des centaines de millions de citoyens et de citoyennes de la pauvreté dans les dernières 20 ou 30 ans. Mais ces mécanismes font que nous, en tant qu'humanité, nous demandons de plus en plus à notre planète. Et ça, c'est une façon de faire voir qu'est-ce que c'est les conséquences. Vous connaissez probablement le footprint. Il mesure l'impact que nous avons sur la planète. Si nous avons un impact de 1, ça veut dire que nous utilisons 100% de ce que la planète nous met à disposition. On a été dans ce secteur jusqu'à l'année 1970. 70, c'est quand on est en Suisse. 70. Depuis, nous prélevons, utilisons plus les mécanismes naturels de ce qu'eux, ils peuvent nous donner. Donc c'est comme si on aurait un compte en banque et on attire plus d'argent que ce qu'on a. À un certain moment, la banque va nous faire être très gentil, mais à un certain moment, le jeu ne va plus fonctionner. C'est très différent. Hein. Ça, c'est une question. Derrière, il y a aussi une question de justice. On a des pays, par exemple, comme les États-Unis, mais aussi l'Australie, et aussi les gros pays extracteurs de ressources naturelles, ont un impact très haut, hein, 3, 4, 5 fois ce qu'ils devraient. La Suisse, 3 fois. Ça, c'est la moyenne mondiale. On est à quelque chose de plus qu'une fois et demie. Et ça, c'est la chose qui nous préoccupe. Si vous mettez ici le Human Development Index, c'est un index de développement humain qui mesure la qualité de notre vie, plus on est à droite, vers 1, et plus on vit bien en termes de santé, en termes d'éducation. Sur l'autre axe, il y a à nouveau le footprint. Et les petites boucles sont les pays du monde. Et vous voyez que les pays plus riches, qui vivent mieux, impactent plus la planète. Et donc, si on le met comme ça, et si on s'imagine un développement d'un pays qui part pauvre, et qui, au fur et à mesure, il se développe, il va suivre ce parcours. Là, il y a les pays de l'OECD, l'Europe, les États-Unis, etc. Là, les pays pauvres, qui sont encore lents dans leur développement, les plus intéressants, c'est ce pays-là. Là, il y a entre autres la Chine, l'Inde. Si on ferait les petits bouts proportionnels à la grandeur des pays, on voit ici une grosse boule qui est la Chine, là, une grosse boule qui est l'Inde. Ce sont ces pays, les anciens pays industrialisés, ils bouffent trop de planètes depuis longtemps, et les pays en voie de développement, les nouveaux puissances industrielles, ils sont en train de suivre la même démarche que nous avons faite. Nous tous, on devrait être là, dans cette zone
bleu. Ça, c'est le Safe and Just Space for Humanity. Et comme vous voyez, il n'y a personne. Il y a eu Cuba, à un certain moment, elle était là, mais ensuite elle est passée, elle a augmenté aussi son train de vie, elle est partie vers la droite. Donc il y a un problème systémique, parce qu'on ne peut pas dire aux citoyens, restez pauvres, ne vous développez pas. Mais de l'autre côté, si on se développe le long de cette méthode, ça va casser le système. Et ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pu se développer, ils vont cogner contre un mur. Nous ne pouvons pas se développer. Ces chiffres qui sont généraux, on peut les mettre de façon un peu plus qu'on puisse les imaginer. C'est 4 grandes catégories de matériel que nous extraons, que nous faisons sortir de la planète. En bleu clair, c'est la biomasse, donc ce qu'on mange, c'est le bois, c'est les choses que nous donnons à nos animaux à manger. Le bleu foncé, c'est les fossil fuels, donc l'huile, le charbon, le gaz. Le vert clair, c'est les métaux, tout type de métaux d'industrie, de construction ou plus rares. Et la partie bleu foncé, c'est les matériaux, donc vraiment la sable, ce qu'on utilise pour construire, pour bâtir. Vous voyez 1970, hein, c'était la même, c'était là où on a dépassé le footprint one. 2070, 2070, on avait entre 20 et 30 milliards de tonnes. Entre 30 milliards de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 80, à peu près, 80. Et regardez seulement cette image-là. Aujourd'hui, à peu près 70, 70, 80. En 2050, 180 milliards de tonnes. Donc ça veut dire, dans les dernières 40 années, 50 années, on a multiplié ce que nous prenons de la planète par 4, et dans les prochaines 40, on va encore multiplier par 3. Donc c'est un facteur 12 sur moins d'un siècle. Là derrière, évidemment, il y a le boom de la Chine. Là derrière, il y a ce que l'Inde commence à demander. Mais après la Chine, après l'Inde, il y aura l'Amérique du Sud. Après l'Amérique du Sud, il y aura l'Afrique. Il y a des ondes de développement qui passent et que toutes demandent leur partie à la planète.